Il est 8h32 et vous êtes bien sur BFM TV et RMC. Bonjour Laure Becchio. Bonjour, Merci madame d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Votre parole est rare et c'est particulièrement éclairant de vous entendre ce matin puisque vous êtes la procureure de Paris. La justice est-elle laxiste? La prison, faut-il que ce soit dès la première infraction? Toutes ces questions, on les a entendues cette semaine et au fond la seule à pouvoir véritablement répondre ou en tout cas voir si c'est appliqué ou non, c'est vous Laure Becchio. Le ministre de la Justice dit: il faut de la prison ferme, réellement effectuée dès les premiers délits. Vous dites, il ne faut plus penser la prison comme la peine de référence pour la petite délinquance. Il y a un problème. Alors, les deux déclarations ne sont pas contradictoires de mon point de vue, si on s'attache à penser ce que sont les objectifs de la peine. Une peine, elle sert à quoi, si on veut être un petit peu simple dans le raisonnement? Elle sert à sanctionner un acte et à renvoyer la réponse de la société sur la gravité que l'on accorde à cet acte. Elle sert à, d'une certaine manière, réconforter la victime, lui permettre de lui démontrer que son préjudice, ce qu'elle a subi, est pris en compte. Et puis aussi, puisque le délit a été commis, par rapport à celui qui est poursuivi, permettre qu'il ne recommence pas, qu'il empêcher la récidive et, si possible, le réinsérer. Et à cette fin, il y a différents types de peines. Et il y a différents types de faits auxquels on répond. Pour des faits d'une extrême gravité, que la prison soit immédiate, c'est normal, puisque la société va ainsi stigmatiser un comportement qu'elle estime intolérable. Mais toute peine, c'est un principe constitutionnel, doit être personnalisée. Et donc, au fait, on met en balance la personnalité de l'auteur. Vous comprendrez bien qu'un voleur multirécidiviste n'aura pas la même peine, et c'est logique, que celui qui vole pour la première fois. Donc, quand on fait ce raisonnement, eh bien, il y a différents types de peines. Et quand je dis qu'il ne faut pas penser l'emprisonnement comme la peine de référence, ce que je veux dire par là, c'est, prenons un exemple tout à fait concret. Un pompier est outragé lorsqu'il est en intervention. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça fait partie de mes priorités de politique pénale que de protéger les services publics, les policiers, les pompiers, les enseignants. Je vais donc le poursuivre. C'est ma principe. Est-ce que je dois envoyer celui qui a outragé le pompier tout de suite en prison s'il a un travail, si c'est la première fois? Ne dois-je pas plutôt choisir ce qu'on appelle une peine de travail d'intérêt général ou un stage de citoyenneté? Ce travail d'intérêt général, il le fera dans un centre hospitalier et il verra quelles sont les difficultés des services hospitaliers, quelles sont les difficultés des pompiers. Et j'espère que par cette prise de conscience, eh bien, ce condamné ne reviendra plus. Au fond, tout est dans le tout de suite que vous venez de dire. Vous avez dit, est-ce que je dois envoyer tout de suite celui qui a commis ces faits? Par ailleurs, vous avez quand même dit un mot dès le début. Vous avez dit il y a 3 objectifs avec la décision sur la peine. Il y a aussi la sanction. Est-ce que aller passer 24 heures, 48 heures dans un service d'urgence, par exemple, c'est une sanction? C'est ce qu'on appelle une sanction. Alors, c'est une sanction. Est-ce que c'est pas plutôt de la pédagogie plutôt qu'une... Je vais même dire un mot qui, j'ai l'impression, désormais fâche, qui est punition. Non, c'est une sanction en ce sens que l'intéressé, eh bien, est obligé de se faire ce travail qui n'est pas rémunéré, qu'il fait de façon bénévole pour cet établissement public. Est-ce qu'on s'assure qu'il le fait bien? Ah oui. Et s'il ne le fait pas, ce qu'il faut savoir, c'est que toute peine de travail d'intérêt général qui est ordonnée, eh bien, si elle n'est pas effectuée, il est associé dans la décision du tribunal à une peine d'emprisonnement. C'est-à-dire, en clair, on dit vous ferez 120 heures de travail d'intérêt général dans un établissement hospitalier, et si vous ne faites pas ces 120 heures, vous ferez 4 mois de prison. Laure Becchio, est-ce que c'est aussi dissuasif que 48 heures en prison? Encore une fois, toute peine... Et ça fait partie de la très grande complexité de la justice de mesurer de la peine. Et ce n'est pas moi qui le dis. Pour tout vous dire, j'ai, dans une autre vie de procureur, requis souvent aux assises. Et aux assises, vous savez, il y a des jurés. Et quand les affaires étaient terminées, j'échangeais avec les jurés. Et ce qui est resté en ma mémoire, c'est que d'abord, nos concitoyens étaient très prêts à participer à cette justice, étaient très satisfaits de cette expérience, mais surtout me disaient, Madame la procureure, ce qui a été le plus difficile, c'est de savoir quelle peine on menait. Alors, on peut faire des déclarations de principe. Ce que je vous dis là n'est pas adapté si la personnalité n'est pas adaptée à un travail d'intérêt général. En revanche, si ça fait prendre conscience à l'intéressé
que le respect aux institutions publiques, il le doit, nous avons gagné. Alors vous me dites que ce n'est pas incompatible avec les déclarations du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. J'ai quand même l'impression que là, vous arrangez les choses. Quand on entend d'un côté qu'il faut mettre en place des peines planchées, avec la prison réellement exécutée, c'est le mot du ministre de la Justice, avec potentiellement la suppression du sursis, avec l'idée des courtes peines et d'appliquer immédiatement la prison dès le premier acte, quand vous vous dites « est-ce que je vais l'envoyer tout de suite ?», ça n'est pas dire la même chose du tout. C'est dire la même chose parce que vous observerez que dans un certain nombre de procédures qui ont été renvoyées devant le tribunal en comparution immédiate, certains prévenus ont comparu avec des casiers judiciaires qui ne portaient trace d'aucune condamnation et pourtant ont été condamnés à des peines d'emprisonnement ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire de l'emprisonnement ferme et une exécution immédiate, le mandat de dépôt. Ça veut dire qu'encore une fois... alors, je dirais qu'il y a eu à peu près de mémoire, parce que mais je sais bien. Je ne vais pas je rappelle qu'il y avait eu sur plus un de 500 arrestations et 253 personnes qui ont été mises en garde à vue. Oui, alors sur la première, journée, oui, c'était à peu près le ratio. Si vous cumulez, je pense, toutes les journées. Mais bon, mais c'est vrai que là aussi, vous voyez, c'est important dans la. Mais combien vont faire de la prison parmi ceux qui ont déjà été jugés depuis 3 jours? Alors, nous avons eu une dizaine de peines d'emprisonnement requises. Nous en avons de mémoire, parce qu'encore une fois, je n'ai pas pris les chiffres avec moi. On ne vous tiendra pas rigueur si le chiffre n'est pas 5 précis. ou 6 ou 7 qui ont été en incarcération immédiate. Et sur 2 affaires sur lesquelles le parquet avait requis de l'emprisonnement et que cet emprisonnement n'a pas été prononcé, des appels ont été interjetés. Vous trouvez que c'est à la hauteur? Vous pensez que les Français peuvent se dire que c'est à la hauteur? Alors, les Français, ils se disent ça si dans leur raisonnement, ce qu'ils voient, ce sont les images des magasins pillés. Et pour tout vous dire, moi, je suis derrière mon poste télé. Je vois cette image de magasin pillé et j'entends 3 mois d'emprisonnement avec sursis ou seulement 7 peines d'emprisonnement. Je ne comprends pas la justice de mon pays. Ah. C'est clair, c'est clair. Bon. Mais maintenant, permettez-moi de la faire comprendre mieux. Là, ce matin. De la faire comprendre mieux. D'abord, on a parlé, vous l'avez dit vous-même, de 400, enfin pour moi, sur la première journée, celle qui a été la plus dramatique, la première nuit, pour être plus exact. La nuit de samedi à dimanche. Voilà. Il y a eu 491 interpellations. Sur ces 491 interpellations, il y a eu 202 gardes à vue. Ça veut dire que la différence, c'est que les services de police qui étaient en train de traiter un problème d'ordre public ont voulu interrompre ces dégradations multiples, ces violences multiples. Ce qui se passait, c'est ce qu'on appelle le traitement de l'ordre public. Ensuite, parmi ces personnes, les officiers de police judiciaire qui étaient sur le terrain ont estimé qu'il y avait des débuts d'indices qui permettaient de penser qu'on pouvait en placer le nombre que je vous ai dit en garde à vue, c'est-à-dire 202. Ça veut dire que les autres, ils ont été relâchés. Mais sans que la justice n'ait rien à voir là-dedans. Par les policiers sur une décision judiciaire, par les policiers qui étaient dans des opérations d'ordre public. Sur ces 202 gardes à vue, ensuite commence le travail du magistrat, à qui les enquêteurs rendent compte. Ils rendent compte en expliquant la procédure. La procédure, c'est un certain nombre d'obligations, et ils rendent compte ensuite des éléments de l'enquête. Et vous imaginez bien que dans ce contexte, allez, on va le dire, de tumulte, eh bien, les procédures n'ont pas la rectitude d'une personne convoquée pour être entendue. Et donc, au constat, il y a eu 82 classements, soit parce qu'il y avait des difficultés... Classement sans suite. Classement sans suite, voilà. Soit parce qu'il y avait des difficultés de procédure, soit parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes quand on les intéressait. Donc, me sont restés 202 moins 82, je ne sais même plus faire le calcul, 120. Sur ces 120, nous en avons poursuivi 90%. Nous avons donné des réponses pénales pour 90% déjà, des intéressés. Déjà, au moment où on se parle, ce vendredi matin, moins d'une semaine après, voilà. Il y en a déjà 90% qui sont passés devant un juge. Qui sont passés devant un juge ou qui passeront devant un juge ou un délégué du procureur. Mais là, je poursuis donc mon raisonnement. Déjà, vous voyez le gap de première incompréhension de nos concitoyens, j'espère l'avoir expliqué. Ensuite, quand on dit les images de ces magasins pillés, ces magasins pillés, il y a eu un nombre considérable de mises en cause. On l'a vu dans les images. Eh bien, sur ces mises en cause, sur 2 magasins concernés, nous avons présenté 19 personnes devant des magistrats instructeurs. Mais nous avons ouvert des informations. Pourquoi ?
parce que l'enquête se poursuit, parce que nous allons continuer à étudier les vidéoprotections des magasins, de la voie publique, et nous espérons interpeller d'autres mises en cause, recueillir les éléments de préjudice des victimes, et quand le temps sera venu, les intéressés passeront à l'audience et seront jugés pour les faits qui leur sont reprochés. Ça, c'est très important. Ce que vous nous dites, Madame la procureure de Paris, Laure Becchio, c'est que, au fond, parce que ça paraît très peu 19, quand on voit effectivement les images, à la fois du Foot Locker, c'est-à-dire ce magasin sur les Champs-Élysées, mais aussi du magasin de téléphonie mobile, ils sont pas 19. Non, ils sont pas 19. Ils sont bien plus nombreux. Donc, mais vous nous dites, ils sont pour l'instant déjà 19 entre nos mains. C'est ça. Les autres, on les cherche. On les cherche et on espère pouvoir les trouver. Donc, à la fin, il y en aura peut-être beaucoup plus qui seront jugés. C'est bien ce que j'espère. Moi, j'espère que ceux qui ont commis ce type de fait assumeront leurs responsabilités devant les juridictions à hauteur de ces responsabilités. Et là, je peux vous dire, casier ou pas casier, je rejoins les déclarations de mon ministre, ce sont des peines d'emprisonnement fermes qu'ils mériteront. En tout cas, qui seront requises. Et vous espérez qu'ensuite les juges les appliqueront, évidemment, puisqu'il y a ce que demande le parquet et il y a ensuite ce qui est décidé. Mais je reviens quand même aux mots du ministre, parce que juste après la première journée de comparution immédiate, c'est quand même le ministre de la Justice lui-même qui dit « Ces peines ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays ». Sous-entendu, le monde a changé, la France a changé, la nature de la violence a changé et vous n'avez pas les lois qu'il faut. Alors, comme ce que j'essaie de vous faire percevoir, ces déclarations, encore une fois, sous l'émotion, on les comprend. Et surtout, je pense que le ministre a dû s'exprimer au moment où les premières personnes qui passaient devant la juridiction n'étaient pas celles qui étaient celles des magasins. C'était des gens dont la responsabilité Donc il aurait mieux fait d'attendre. Ces informations étaient sans doute quelque peu biaisées au moment où il a pu s'exprimer. Je précise pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous avez un peu levé les yeux au ciel. En tout cas, que vous estimez que peut-être il s'est emballé et qu'il aurait mieux fait d'attendre l'intégralité de la semaine. Si ce sont ces peines qu'il visait, je pense que maintenant qu'il est informé, peut-être, mais ça sera à lui de le dire, estimera-t-il que la juridiction, et c'est ce que je pense, a fait son travail. Vous n'avez pas besoin d'autres lois. Vous estimez que vous n'avez pas besoin d'autres lois. Après, si nos concitoyens, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Nos législateurs, ils sont élus par nos concitoyens. Donc, s'il faut, pour faire comprendre à un certain nombre de concitoyens en dérive, qu'ils doivent s'attendre à des peines fermes immédiatement pour un certain nombre de faits, pourquoi pas? Mais attention, le droit est beaucoup plus compliqué. Comme je vous ai parlé de la personnalisation de la peine, ça c'est un principe constitutionnel. Mais c'est incompatible avec l'idée même de peine plancher. Est-ce que de peine automatique? Ils ont quand même évoqué le mot automatique. Alors, de mon point de vue, mais sous réserve d'être contredite par d'autres juristes, une peine automatique sans possibilité de la personnaliser court le risque de l'inconstitutionnalité. Est-ce que quand vous dites, Laure Becchio, il ne faut plus penser la prison comme la peine de référence, c'est motivé par le fait que les prisons sont en surpopulation? Non. Ou est-ce que vous auriez dit la même chose s'il y avait plein de prisons prêtes à accueillir des prisonniers? Absolument. Ma conviction depuis des années, c'est que la peine juste, c'est la peine qui satisfait la victime, répond aux attentes de notre société et encore une fois, empêche la réitération, la récidive. Dans ce cas-là, je vous repose la question quand même. Est-ce que vous pensez vraiment que ça satisfait la société? Oui, alors là, oui. Ça, je peux vous dire que très clairement, pour avoir discuté avec un certain nombre de nos concitoyens, soit dans les cadres de cours d'assises que j'évoquais, soit lorsque je me rends dans les conseils de prévention, de sécurité et de prévention de la délinquance, lorsqu'on explique à nos concitoyens que une peine de travail en intergénéral fera qu'ils ne retrouveront pas quelqu'un, je dirais, en train de faire des vols, ça les satisfait. Quand on dit qu'on soigne un alcoolique qui ne refera pas une conduite en état alcoolique au volant, ça les satisfait. Ce qu'il faut, c'est que la délinquance baisse. Et que si l'emprisonnement est le mal nécessaire pour que cette délinquance ne se produise pas, il y aura emprisonnement. Mais si ce sont d'autres peines qui permettent que la délinquance baisse, il y aura d'autres peines. Laure Becchio, procureur de Paris, Mohamed Amra, pourquoi c'est pas la juge qui se déplace? Alors, je comprends tout à fait l'émotion que cette annonce de réquisition d'extraction a provoquée. Forcément, après ce qui s'est passé, lorsqu'on parle de Mohamed Amra, l'idée qu'on l'extrait pour le faire voyager dans un véhicule pénitentiaire, c'est la reviviscence
de l'attaque effroyable d'Incarville. Et puis, sans doute, c'est les agents pénitentiaires, la crainte que les faits se reproduisent. Si moi, je le comprends, les juges d'instruction qui sont mobilisés sur ce dossier depuis plus d'1 an, qui n'ont cessé de faire tous les actes utiles pour que Mohamed Amra soit interpellé ainsi que l'ensemble de ses comparses, le comprennent évidemment aussi. Alors pourquoi ont-ils fait cette option d'extraction ? Parce qu'ils veulent désormais que le dossier avance vite, en qualité, afin que l'ensemble des personnes responsables... Et aller dans la prison, alors je vous explique. Ça mettait plus de temps ? Je vous explique pourquoi. Parce que cette réquisition d'extraction, elle correspond à quel acte d'enquête ? Ça sera la première audition de Mohamed Amra. C'est la première. Parce que lorsqu'il a été ramené de Roumanie, c'était sur la fin d'un mandat. Il avait passé des tas d'heures dans un voyage dans un avion. Il ne s'est donc pas exprimé sur ce qu'on appelle sa première comparution. Donc, au moment où il va être entendu par 3 magistrats instructeurs, ça va être le temps de ses premières déclarations. On va peut-être lui opposer des pièces de procédure, des scellés. Il faut qu'il soit enregistré. Vous n'imaginez évidemment pas 3 magistrats instructeurs se déplacer avec l'intégralité des scellés de cette procédure de cet homme. Et puis il faut aussi des conditions d'audition. Ce que vous nous dites, Laure Becquio, c'est que potentiellement, il n'y aurait que cet interrogatoire-là pour lequel il serait extrait de sa cellule. Les autres interrogatoires pourraient éventuellement se faire sur place dans la prison ? Tout dépend. Parce que si l'acte suivant, c'est de confronter Mohamed Amra à ses complices ou ses comparses qui sont soupçonnés de l'avoir aidé dans l'attaque du péage d'Incarville, il y aura Mohamed Amra, son avocat, minimum 4 personnes, leurs avocats, les escortes, les juges d'instruction, les 3, les greffiers, une caméra qui doit filmer tout le monde. Moi, je ne connais pas les conditions d'audition à la prison de Condé-sur-Sarthe, mais je doute qu'il y ait une pièce qui soit faite à cet effet. Laure Becquio, Stéphane Plaza dit « Le parquet a voulu faire un coup de com'. Il porte plainte contre l'État ». Stéphane Plaza dit vraiment que le parquet a voulu faire un coup de com' en matière de violence conjugale ? Tout à fait. Écoutez, laissez-moi partager mon étonnement. Croyez-vous vraiment que le parquet de Paris, qui juge par mois 87 procédures de violence conjugale, qui se déplace pour faire au sein de services hospitaliers la possibilité de recueillir des preuves sans qu'il y ait de dépôt de plainte, et qui, lorsqu'il se déplace, est accompagné par un Premier ministre, qui fait des colloques au sein de sa juridiction auxquels participent journalistes, avocats, policiers, a besoin de monsieur Stéphane Plaza pour faire sa communication dans sa lutte contre les violences conjugales. Permettez-moi d'être en distance de ces assertions. C'est ce que j'entends, bien sûr. Laure Becquio, un dernier mot. Vous aviez peut-être lu la lettre de la maman d'Elias. Elias, c'est ce jeune garçon de 14 ans qui a été tué à coups de machette par 2 autres adolescents en sortant de son entraînement de foot un vendredi soir il y a quelques mois à Paris. 2 adolescents qui étaient déjà connus de la justice, qui avaient déjà été jugés. Et la maman qui écrit « Qui s'est moqué d'Elias ?» et parmi ceux dont elle estime qu'ils n'ont pas été à la hauteur et qui n'ont pas empêché que cet acte existe. Elle parle des juges, elle dit les juges des enfants qui ordonnent à 2 reprises, en 2023 et en 2024, une interdiction d'entrer en contact de 2 délinquants sans même vérifier leurs adresses et sans s'apercevoir donc qu'ils habitent tout simplement dans la même résidence. Est-ce que ça, c'est des peines alternatives et est-ce qu'elles sont vérifiées ? Non, alors ça, on n'est pas au niveau de la peine à ce moment-là. C'est-à-dire que la procédure des mineurs consiste aujourd'hui... En 2 étapes. En 2 étapes. Et donc, au moment où l'interdiction de contact est prononcée, nous sommes entre les 2 étapes, c'est-à-dire que la culpabilité a été prononcée, si je ne me trompe pas trop. J'ai peur de faire des erreurs de procédure parce qu'il y a d'autres dossiers. Dans ma mémoire, la première étape avait été prononcée. Et donc on était en attente de la peine. De la sanction elle-même. Voilà, de la sanction. Et donc, au-delà. Mais est-ce que des juges peuvent dire, il y a interdiction nous décidons interdiction d'entrer en contact sans même vérifier qu'en réalité ils habitent presque sur le même palier ? Alors, c'était pas le même immeuble, c'était effectivement la même résidence qui avait 2 adresses différentes. L'interdiction de contact avait été diffusée, ce qu'on appelle au fichier des personnes recherchées, au FPR, et il y avait aussi... Ils étaient, semble-t-il, tous les jours ensemble.
ça n'était pas remonté par des constats de services de police ou par le constat des Ça pose la éducateurs. question de la vérification derrière. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si on les avait contrôlés ensemble avant que ce drame ne se produise, les juges d'instruction en auraient été informés et auraient pu convoquer et prendre dès lors des mesures de contrôle judiciaire plus renforcées. Merci Laure Béclot d'être venue répondre à toutes nos questions ce matin. J'aurais pu vous interroger pendant 1 heure. Il y a plein de choses passionnantes. En tout cas, on a bien compris effectivement votre point de vue, celui de la procureure de Paris. Il est 8h52 et vous êtes bien sur RMC BFM TV.